Bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle Albert Moukébert, je suis docteur en neurosciences et psychologue. Euh, Peut-être le plus simple, c'est de commencer de vous dire d'où je vous parle. Après, je vous dirai de quoi on va parler aujourd'hui. Et j'espère que ça va être intéressant pour vous. On est ensemble pour, je pense, une cinquantaine de minutes. Et puis, on fera des questions-réponses après le dîner. Euh, donc, ce qui est important pour moi, pour commencer, c'est de vous expliquer un peu d'où je vous parle. Je ne suis pas là pour vous donner mon opinion sur les choses, mais de faire un peu un état de la connaissance actuelle des choses. Et je suis chercheur en neurosciences et psychologue. Souvent, on mélange psychiatre, psychologue, neuropsychologue, neuroscientifique, etc. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que je fais. Donc, dans ma vie quotidienne, je suis encore clinicien, je fais de la thérapie, je reçois des gens, j'ai travaillé longtemps en psychiatrie. Je suis aussi enseignant, je donne des cours de master en psychologie clinique et j'ai développé un track pour HEC sur les neurosciences dans la vie professionnelle, on va dire. Euh, et je suis aussi chercheur et j'écris, je fais des confs, mais j'appartiens à une discipline plus large qui s'appelle les sciences cognitives. Et c'est important pour moi de vous expliquer un peu c'est quoi les sciences cognitives. Je ne sais pas combien vous êtes familier avec le fonctionnement de la science, mais on a beaucoup parlé de science, notamment récemment avec la pandémie et tout ça, sans vraiment définir c'est quoi la science. Et la science, c'est quelque chose d'assez simple. C'est juste d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, comment le monde naturel fonctionne. Le monde naturel qui inclut tout, vous, moi, le gazon, la pluie, etc. Et quand on essaye de comprendre comment ça marche, on doit proposer ce qu'on appelle des modèles théoriques. Les modèles théoriques, c'est comment est-ce qu'on pense que quelque chose fonctionne. Et quand on s'est intéressé à l'humain, plusieurs disciplines ont essayé de prendre le bout de plein d'endroits. Certains se sont intéressés à comment fonctionne notre biologie, d'autres notre psychologie, notre anthropologie, etc. Et chaque discipline développait dans son coin des modèles théoriques. Et autour des années 60, 70, des gens ont essayé de mettre en commun tous ces modèles théoriques parce qu'elles ont le même sujet d'étude. Et là, ils ont fait une découverte, ils et elles ont fait une découverte assez euh, problématique, c'est que ces modèles théoriques étaient souvent en contradiction les uns avec les autres. Par exemple, je sais pas, un psychanalyste allait dire ah, cette personne est en train de refouler, et un neuroscientifique lui disait mais moi j'ai pas de mécanisme de refoulement dans le cerveau, donc soit moi je les ai pas trouvés, soit toi tu te trompes. Et donc on s'est dit on peut pas continuer comme ça, on va faire une nouvelle discipline qui va être interdisciplinaire et transdisciplinaire et qui va essayer de développer des modèles théoriques qui soient cohérents les uns avec les autres, aux différents, on appelle ça des niveaux explicatifs, aux différents niveaux explicatifs, donc aussi bien au niveau moléculaire, que cellulaire, que tissulaire, qu'organique, que psychologique, que social, qu'anthropologique, culturel, philosophique, etc. Et donc on appelle ça les sciences cognitives. Donc moi, dans ma vie quotidienne, je vais travailler pour essayer de comprendre les mécanismes qui façonnent nos comportements individuels et collectifs et leurs interactions avec leur environnement. Sur la liste que vous voyez qui n'est pas exhaustive, moi je suis sur la psychologie et les neurosciences, mais je travaille quotidiennement avec des philosophes, des gens qui bossent d'ailleurs sur l'intelligence artificielle. Je sais, j'étais pas là pour la conf, mais peut-être que le conférencier ou la conférencière l'ont dit. L'intelligence artificielle vient à la base des neurosciences. C'est pour ça qu'on parle de réseaux neuronaux ou de neurones artificiels. On voulait créer un cerveau dans une machine pour mieux comprendre le cerveau, pas du tout pour essayer de nous cloner ou quoi que ce soit. Si ça vous intéresse, on pourra en parler sur les questions-réponses. Et on fait ça sur trois échelles. L'échelle la plus petite, on appelle ça l'échelle micro, c'est moi et mon cerveau, en gros. On a l'échelle qu'on appelle l'échelle méso, c'est l'échelle moyenne, moi et les autres, ce qu'on appelle notre cognition sociale, c'est les gens avec qui vous avez des contacts directs, vous les connaissez, ils vous connaissent, etc. Et puis une échelle plus large qu'on appelle l'échelle macro, c'est l'échelle sociétale. Votre ville, votre quartier, le pays, la planète, etc. Aujourd'hui, notre conf, on va se focaliser principalement sur l'échelle micro, mais si vous êtes intéressé par les autres niveaux de fonctionnement, j'ai fait ma thèse sur l'anxiété sociale, donc ça a trait avec la cognition sociale, c'était beaucoup le micro et le méso, et je travaille sur les apports des sciences cognitives sur la transition écologique, donc sur l'échelle macro. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas sur les questions-réponses. Donc ça, c'est pour la première introduction. J'ai une deuxième introduction avant qu'on rentre dans le sujet. Et la deuxième introduction, c'est pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler du cerveau? Genre, vous êtes manager, manageuse, j'imagine vous faites tous et toutes très très bien votre travail. Qu'est-ce que ça peut vous apporter de réfléchir au cerveau? Et il y a une raison pour ça. Parce que pour moi, c'est important que si je suis en train de vous transmettre une connaissance, que je puisse vous transmettre pourquoi est-ce que je pense que cette connaissance peut être utile. Et pour comprendre pourquoi je pense que ça peut être utile, il faut s'intéresser à une notion qu'on appelle la performativité. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de connaissance ou de croyance performative. En gros, on a dans notre cerveau deux types de pensées. On en a plein, mais pour le moment, on va se concentrer sur deux types de pensées. Ce qu'on appelle les pensées performatives et les pensées inertes. Je vais commencer par les pensées inertes. Les pensées inertes, c'est des pensées qui, si je les change,
Ça change pas grand-chose à ma vie, ça change pas grand-chose à mon quotidien. Par exemple, imaginez que je crois que cette tasse est faite de céramique, mais quelqu'un vient et me dit non, en fait, c'est un nouvel alliage hyper high-tech de plastique et d'acier. Ok, genre c'est cool, mais ça va pas changer grand-chose sur comment je vais la tenir, quand je vais mettre de l'eau dedans et en boire, etc. C'est une pensée qui est un peu inerte. Si demain on découvre, je sais pas, que Pluton a des anneaux comme Jupiter, si vous n'êtes pas astrophysicien, on s'en fout. Il y a un deuxième set de croyances qu'on appelle les croyances performatives. C'est des croyances qu'on a qui, si on les change, bah, ça a un impact assez important sur notre quotidien et sur notre vie. Par exemple, imaginez que moi je crois que, je sais pas, je suis nul en maths et il y a un poste qui s'ouvre dans ma boîte que je trouve hyper intéressant mais qui nécessite des compétences de maths. Si moi je crois que je suis nul en maths, je vais peut-être pas postuler. Mais si je rentre me coucher et dans la nuit, quelqu'un avec des super pouvoirs vient et bidule mon cerveau et enlève cette croyance. Maintenant, je crois plus que je suis nul en maths, je me couche, je me réveille. Et là, je crois plus que je suis nul en maths, ça a changé quelque chose en moi. Et je vais probablement postuler à ce poste et peut-être l'avoir, et ça va changer pas mal de choses dans ma vie. C'est ce qu'on appelle une croyance performative. Et il se trouve que plein de croyances sur la psychologie humaine sont performatifs et on n'a pas attendu la psychologie pour les développer. On a des écrits sur comment on pense que fonctionne l'esprit humain depuis l'Antiquité, depuis les premiers écrits humains, et toutes ces croyances sont performatives. On appelle ça de la psychologie intuitive, c'est les croyances qu'on a sur notre fonctionnement qui viennent un peu de nulle part, de l'intuition, mais qui ont un impact sur nous. Je vais donner quelques exemples de croyances performatives, intuitives, qu'on peut retrouver par exemple souvent en entreprise. Un premier exemple de la psychologie intuitive, il y a une période, j'écrivais des chroniques dans l'Express, j'avais fait une chronique sur ça, sur le fameux résistance au changement. On croit que les gens n'aiment pas changer, c'est un mythe, c'est pas vrai. La résistance au changement a été développée dans la psychologie sociale sur les organisations, pas du tout sur les individus. Si demain, je sais pas, on annonce une augmentation des salaires de tout le monde de 1000 euros, je pense pas que les gens vont dire non, je veux pas changer, laissez-moi mon salaire. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. Du coup, la résistance au changement, c'est pas quelque chose qui est vrai. Mais si moi je suis un manager et je veux mettre en place un chantier de changement, mes équipes résistent, et moi je crois que la résistance au changement est une sorte de propriété de l'esprit humain, je vais me dire, bah, c'est pas grave, les gens n'aiment pas changer, il faut juste que je force un peu, et au bout d'un moment, ils vont s'habituer. Mais si moi je crois que la résistance au changement n'existe pas, je mets en place un chantier de changement, mes équipes résistent au changement, je vais peut-être me dire, bah tiens, il y a un truc qui cloche, peut-être qu'ils n'ont pas très bien compris, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord, peut-être que moi j'ai loupé un truc et que ce changement n'était pas bon pour eux. Du coup, c'est performatif dans la croyance que j'ai sur le fonctionnement des autres. Un autre exemple, c'est le modèle du déficit informationnel, c'est de croire que si les gens ne sont pas d'accord avec moi, c'est qu'ils n'ont pas compris. C'est ça qui pousse beaucoup d'entreprises, mais aussi de gouvernements à faire beaucoup de pédagogie, alors qu'on sait en psychologie que la pédagogie, c'est important, mais c'est pas ça qui change les choses. Et surtout, ça me fait réduire les chances que je doute de moi. Je vais me dire, s'ils sont pas d'accord, c'est juste qu'ils n'ont pas compris, alors que peut-être ils ont très bien compris, ils sont juste pas d'accord. Je sais que ça peut paraître dingue, mais ça arrive. Et enfin, le dernier modèle, celui qu'on va avoir aujourd'hui, c'est sur ça que va porter notre conférence, mais ce sera la fin de ma deuxième introduction, s'appelle le modèle de l'Homo economicus. C'est une croyance qu'on avait pendant longtemps, jusqu'aux années 50, même en sciences, que pour décider, nous, êtres humains, on décide sur la base de ce qu'on appelle des analyses coût-bénéfice. En gros, je pense que plein d'entre vous ont déjà eu à prendre des décisions. Vous avez pris une feuille, vous avez fait 2 colonnes, point positif, point négatif, vous les avez remplis et ça a servi à rien. Parce qu'on ne réfléchit pas du tout comme ça, on ne décide pas du tout sur une base de coût-bénéfice. Le chercheur qui a découvert ça ou qui a proposé ce modèle théorique s'appelait Herbert Simon. Un exemple très commun qu'on utilise pour montrer combien on n'est pas rationnel, c'est tout simplement la clope. On a un produit sur lequel écrit ce truc vous tue, qui est quand même assez cher. Si vous faites une analyse coût-bénéfice, il n'y a pas vraiment de bénéfice et on ne devrait pas fumer. Mais dans la vraie vie, il y a des fumeurs et donc il y a quelque chose d'autre qui est en train de se faire dans nos cerveaux pour prendre des décisions. Et ça va être ça l'objet un peu de notre conférence aujourd'hui. C'est quoi ce point d'interrogation sur la partie pratique? Pourquoi est-ce qu'on décide de manière qui peut parfois paraître irrationnelle? Comment est-ce qu'on décide? On va faire une sorte d'exploration du moment où on perçoit quelque chose, au moment où on décide, pour essayer d'explorer tous ces mécanismes. J'espère que ça va être intéressant pour vous. D'habitude, je dis que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, mais sinon il y aura des questions à la fin. Mais si vous avez des questions vraiment pressantes, levez la main, ça me permet de ne pas parler seul pendant 45 minutes, et ça vous permet de ne pas oublier la question potentiellement après, et on pourra faire une autre liste de questions-réponses après. Est-ce que ça va pour tout le monde? Super. Et donc on peut se lancer, la première question qu'on peut se poser, c'est une sorte d'expérience de pensée assez générale, c'est pourquoi est-ce qu'on ne pense pas tous la même chose?
Je sais que la question peut paraître absurde, mais on est supposé avoir une réalité subjective, objective, commune à tous. Et à partir de cette réalité, on ne pense pas du tout la même chose. Contrairement à ce qu'on dit, la pensée unique, elle n'est pas du tout unique. Par exemple, là, vous allez voir les mêmes diapos, vous allez entendre les mêmes mots, et à la fin, si je vous demande qu'est-ce que vous en avez pensé, vous n'allez peut-être pas penser la même chose. Ce qui est un peu étrange. Je vous entends en train de vous dire non, c'est pas étrange. Et probablement, vous êtes en train de penser à deux raisons de pourquoi c'est pas étrange. La première, c'est qu'on n'a pas tous et toutes la même éducation. On n'a pas grandi avec les mêmes valeurs. On nous a pas inculqué les mêmes choses, donc on n'a pas les mêmes émotions, etc. Et la deuxième, probablement plus biologique, on n'a pas les mêmes gènes, on n'a pas les mêmes tempéraments, on n'a pas le même âge, et donc on pense pas la même chose. Donc, ce qu'on appelle l'inné et l'acquis. Et vous avez entièrement raison. Mais on pense qu'il y a une troisième raison. On fait parfois, en sciences cognitives, parce qu'on est potes avec les philosophes, ce qu'on appelle des expériences de pensée. C'est des expériences qu'on fait dans notre tête, parce qu'on peut pas les faire dans un laboratoire et qui nous aide juste à réfléchir. Et cette question fait l'objet souvent d'expériences de pensée où on se dit, imaginez deux personnes complètement identiques sur le point de vue biologique, donc pas des jumeaux, vraiment identiques, qu'on fait vivre quasiment la même vie. Est-ce qu'ils vont penser la même chose? Et on pense que c'est pas le cas. Et on pense que c'est pas le cas à cause de propriétés de notre cerveau qu'on va essayer d'explorer ensemble. Et les propriétés de notre cerveau peuvent se jouer avec ce jeu. C'est le jeu des 7 différences, mais c'est le jeu des une différence. Au lieu qu'il y ait 7, il y a juste une seule différence. Et au lieu que les images soient l'une à côté de l'autre, les images vont être l'une derrière l'autre. Entre ces deux images, j'ai intercalé l'équivalent d'un clignement des yeux. Une coupure attentionnelle de 150, 200 millisecondes. Je ne me rappelle plus c'est quoi la valeur exacte qu'on avait donnée à ce clignement des yeux. Et il faut juste voir qu'est-ce qui change. Donc l'idée, c'est qu'il faut garder en mémoire une photo pendant 150 millisecondes pour la comparer à la photo d'après. Deux choses à savoir. La première, c'est que s'il n'y avait pas la coupure de 150 millisecondes, vous aurez vu instantanément tous et toutes qu'est-ce qui change. Le simple fait que je vais couper votre attention pendant 150 millisecondes, c'est assez pour que vous mettiez un peu plus de temps à trouver. Le but n'est pas du tout de vous mettre en échec, vous allez trouver probablement tous et toutes, mais ça va vous mettre plus que instantanément. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est que quand vous trouvez qu'est-ce qui change, je vais vous demander de lever la main pour laisser le temps de chercher. Et quand à peu près la moitié d'entre vous ont trouvé, on abrégera la souffrance des autres et on dira c'est quoi. Donc, une seule chose est en train de changer. Quand vous voyez ce qui change, vous levez la main. En général, la première personne, voilà, ça prend 3-4 secondes. Donc on a 2 personnes, 3. Là, les personnes qui sont en train de trouver sont en train de se dire mais c'est quoi le problème des autres? Pourquoi est-ce que les autres ne trouvent pas? Ceux qui ne trouvent pas, si vous vous mettez la pression, vous avez moins de chances de trouver. Là, on rentre dans la partie où il y a des gens qui sont complètement mythos, qui lèvent la main pour trouver, parce qu'elles ne veulent pas se dire on va me juger. Donc je lève la main et je me dis bon ok. On est presque à la moitié, allez, on va dire qu'on est à la moitié. Est-ce que quelqu'un, vous étiez le premier monsieur à trouver? Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi? Qu'est-ce qui change? Quelqu'un peut me dire ce qui change? Quelqu'un qui ment pas? Ouais, super, la barrière qui monte et qui descend. Oui, c'est pas... Moi, ça a mis de l'ambiance. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un détail. Genre, c'est vraiment un gros truc dans la photo qui est en train de monter et de descendre, et on le voit pas. On peut mettre 10, 15, 20, 25 secondes. Je connais des personnes qui sont restées très longtemps dessus, et ça change rien. Et cette expérience nous indique pourquoi on ne penserait pas la même chose, même si on était exactement les mêmes. C'est que, en fait, on ne perçoit pas tout le monde. On ne perçoit pas tout quand on regarde quelque chose. On baigne dans ce qu'on appelle un monde d'incertitude. On est tout le temps face à ce qu'on appelle des informations incomplètes pour des raisons qui sont presque biologiques. Notre perception est très partielle et partielle. Si je regarde ici, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Si je regarde là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Notre attention, comme on a vu, est très très limitée. On a du mal à garder en tête une image pendant 150 millisecondes pour la comparer à une d'après. Et tout ça est empiré par le fait que le monde est complexe. Et donc ça nous fait arriver à notre première règle générale de la cognition humaine, c'est qu'on est tous et toutes, tout le temps, en train de baigner dans de l'incertitude. Le problème, c'est que moi, quand je vis ma vie quotidiennement, je n'ai pas l'impression qu'il y a de l'incertitude, que l'information est incomplète. Je vais vous donner un exemple très basique. Si vous me regardez, vous me voyez en couleur. Rien de surprenant, mais ce qui devrait vous surprendre un peu plus, c'est que votre vision périphérique est aussi en couleur. Alors que sur notre rétine, en dehors de notre vision, on appelle ça la vision fovéale, au niveau de notre vision centrale, on n'a pas vraiment de capteur de couleur. Votre vision périphérique, et ma vision périphérique, devrait être en noir et blanc. Les couleurs dans votre vision périphérique sont inventées quelque part par votre cerveau pour créer une sorte de... On ne sait pas pourquoi. On pense pour faire plus joli, mais c'est pas très convaincant.
Et donc, il y a tout le temps quelque chose qui est en train de cacher cette incomplétude. C'est comme si on a des trous dans nos raisonnements, des trous dans notre perception, et notre cerveau est en train d'utiliser quelque chose pour boucher ces trous. Et on va s'intéresser à comment est-ce qu'on est en train de boucher ces trous. Parce que si on est tout le temps en train de baigner dans de l'information incomplète, ça appelle automatiquement une deuxième question, qui est la question sur laquelle moi je travaille, et qui est, du coup, comment est-ce qu'on peut acquérir de la connaissance? Comment est-ce que je peux être sûr que je suis en train d'acquérir de la connaissance de bonne qualité si je suis tout le temps en train de boucher des trous, je ne sais pas comment, et j'en ai même pas conscience. Donc moi, dans ma vie quotidienne, je travaille vraiment sur cette question, aussi bien avec les personnes qui viennent me consulter, comment est-ce que j'acquiers de la connaissance sur moi-même, est-ce que j'ai une bonne confiance en moi ou pas, est-ce que je suis déprimé, est-ce que je suis stressé, etc. Avec mes étudiants, sur comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance sur la psychologie humaine, est-ce qu'on a de bons modèles théoriques, en sachant qu'on n'en a pas. On est aussi bien en neurosciences qu'en psychologie, on sait que nos modèles ne sont pas encore très très bons, qu'il y a une grande partie qu'on ne comprend pas encore, et c'est important de le dire. En tant que chercheur, comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance en tant que citoyen? Je travaille aussi bien sur le réchauffement climatique, aussi je suis membre du panel d'experts de l'ARCOM sur la lutte contre la désinformation en ligne, donc en tant que citoyen, comment est-ce qu'on s'informe avec les réseaux sociaux, etc., etc. Et aussi en entreprise. Je travaille beaucoup en entreprise sur ce qu'on appelle des projets de recherche-action. On met en place des protocoles de recherche dans les entreprises. On a travaillé, par exemple, avant Covid sur le télétravail et sur la semaine de 4 jours. J'ai accompagné une des premières entreprises au monde à avoir mis en place la semaine de 4 jours de manière permanente. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Welcome to the Jungle, pour ceux qui sont familiers. Et donc, comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance? Et pendant longtemps, on n'avait pas vraiment de moyens d'acquérir de la connaissance. On acquérissait de la connaissance avec ce qu'on appelle une acquisition de la connaissance intuitive. Si quelque chose me semble être cohérent, je l'accepte, et si quelque chose me semble être pas cohérent, je le refuse. Par exemple, en médecine, pendant 2000 ans, quelle était la première ligne de défense? Vous êtes malade, on est en 1700, vous allez voir le toubib, qu'est-ce qu'il va vous faire? Une saignée. Une saignée, c'est vraiment l'exemple type de l'acquisition de connaissances intuitives. Je suis malade, je me dis j'ai un problème dans mon corps. La meilleure chose à faire, c'est de sortir la maladie, tout simplement. Et donc, imaginez que moi j'ai un rhume, je vais voir le médecin, on est en 1643, il me dit ah ça on connaît très bien, ça se cache souvent dans ton bras gauche. Il me coupe, il me fait couler un peu de sang, et il me dit dans 4-5 jours, ça va aller mieux, le temps que ton sang se régénère. Et effectivement, il a raison, au bout de 4-5 jours, je vais mieux. Et donc on se dit, la saignée c'est top. Imaginez que j'ai un truc un peu plus grave. Je vais voir le toubib, il me saigne. Au bout de quelques jours, je vais pas mieux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ressaigner, tout simplement. On va ressaigner ailleurs, donc le bras droit, la jambe droite, le bras gauche, la jambe gauche, etc. Au bout d'un moment, je meurs. Qu'est-ce qu'on va dire? On peut pas sauver tout le monde. On ne va pas abandonner un truc qui marche très très bien parce que ça n'a pas marché sur tout le monde. Et on a fait ça pendant très longtemps, comme je vous disais, pendant presque 2-3 millénaires. Et là, l'information incomplète qui manquait, c'était on ignorait l'existence du système immunitaire, des virus, des bactéries, de toute la microbiologie en gros, et le cerveau de ces gens qui étaient aussi intelligents ou bêtes que nous, brodait avec l'information disponible et invisibilisait encore une fois cette information incomplète. Et ça nous fait arriver à un adage que vous connaissez peut-être, que la carte n'est pas le territoire. Je ne sais pas si vous connaissez d'où vient cette phrase. Elle vient d'un chercheur philosophe des années 1920 qui s'appelle Alfred Korzybski, je pense, peut-être que j'écorche un peu son nom, et qui dit que en fait, dans notre cerveau, on est tout le temps en train de créer des représentations du monde, qu'il appelle les cartes, et qu'il y a tout le temps un décalage entre ces représentations du monde et le monde réel qu'on est en train de créer. Qu'il y a tout le temps un décalage, aussi bien dans ce sens que dans l'autre. Les idées que j'ai dans ma tête, par rapport aux mots que je suis en train d'utiliser, il y a un décalage. Là, je ne suis pas en train de vous transférer comme je pense que le cerveau fonctionne, parce que mon temps est limité, et le langage, de toute façon, réduit la spécificité de ce qu'on pense. Et donc, il y a tout le temps un décalage, mais ce sont ces cartes qui font que vous êtes qui vous êtes. Et donc, c'est très important de voir, OK, si la carte n'est pas le territoire, soit, de toute façon, le territoire, on ne pense pas qu'on y a accès vraiment, comment est-ce que mon cerveau crée ces cartes? Parce que ce sont ces cartes qui font que vous êtes qui vous êtes. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Mon cerveau crée les cartes qui servent de base à tout ce que je fais dans ma vie. Aussi bien mon tempérament, mes prises de décision, mes sautes d'humeur, etc., etc. Et on va faire ça en quelques étapes. Pour pouvoir créer la carte, il faut commencer par percevoir le monde. Donc on va commencer par la perception. Une fois que j'ai perçu le monde, je l'interprète, que je le mette en narration, etc. pour avoir l'interprétation. Théoriquement, aujourd'hui, on n'aura pas le temps,
Une fois que j'ai interprété et j'ai pris une décision, je la communique parce qu'on est des animaux sociaux et donc la cognition sociale est très importante. Et une fois que je l'ai communiqué, tout ça baigne dans un contexte qu'on appelle l'environnement. Aujourd'hui, il me reste à peu près 30 minutes pour parler, donc on va se focaliser principalement, comme je vous ai dit, sur le niveau micro et donc on va faire la perception et l'interprétation. Et peut-être dans le futur, on fera une autre conférence sur la cognition sociale ou sur les effets contextuels. Donc, est-ce que ça va pour nous? Très bien. Donc, on va... Et la perception, tout simplement, c'est nos sens. Pour faire très simple, la perception, c'est nos sens. On pense qu'on en a 5, on en a plus. Est-ce que quelqu'un connaît c'est quoi nos sens? Les plus connus, l'ouïe, l'odorat, le toucher et l'olfaction. On en a 3 autres. Est-ce que quelqu'un les connaît? Ou est-ce que ça vous intéresse de savoir qu'on a plus de sens que ça? L'intuition n'est pas un sens, c'est une cognition, un peu comme les émotions ou les pensées. C'est la même chose. Un sens, c'est quelque chose pour lequel on a des capteurs, pour faire simple, qui nous informer sur soit le monde extérieur, soit notre monde, soit notre corps. On va dire ça comme ça. Il y a des animaux qui ont un sens du magnétisme. Pour les humains, on ne l'a pas encore trouvé. Il y a des personnes qui disent qu'elles sont sensibles au champ magnétique, mais vu qu'on ne l'a pas tous, c'est un peu compliqué. Mais c'était bien tenté. Oui, la proprioception, absolument. La proprioception, pour ceux qui ne connaissent pas, merci. La proprioception, c'est la position de mon corps dans l'espace. Par exemple, si je penche ma tête, je sais que ma tête est penchée. Comment? Grâce à ma proprioception, c'est les yeux, l'oreille interne, le système qu'on appelle vestibulaire. Un 7e sens, c'est la thermoception, notre capacité à sentir la chaleur. Pendant longtemps, on pensait que la chaleur, c'était le toucher, mais on a découvert que pas. Les chercheurs qui ont découvert que la thermoception, c'est des circuits distincts du toucher. Et il y a encore 2 sens, je voulais dire. Le 8e, c'est ce qu'on appelle la nociception. Médit notre douleur, c'est pas vraiment la douleur, c'est un sens, c'est les alarmes qui nous disent qu'il y a eu un dégât quelque part. Et le dernier s'appelle l'interoception. C'est notre sens qui nous informe sur l'état de nos organes, de notre corps intérieur. J'ai une crampe, ventre, j'ai mal à l'intestin, etc. Tout ça, c'est l'interoception. Et nos sens, indépendamment de quel vous choisissez sur ces 9, ne sont pas parfaits. On ne voit pas tout le spectre lumineux, on n'entend pas tout l'air, je ne peux pas toucher les atomes individuels sur ce pupitre. Et donc déjà, à un niveau perceptif, on ne crée pas les choses de manière exacte, mais on pensait pendant longtemps que notre cerveau est juste en train à un niveau perceptif, que notre cerveau est juste en train de le monde. Je vous regarde, il y a des photons qui rebondissent sur votre peau, qui arrivent à ma rétine. Ma rétine est une membrane photosensible qui va transformer ces informations de photons en un signal électrique qui va traverser le long de mon nerf optique, arriver à mon cortex occipital, qui est mon cortex visuel principal, et on sait, ou en tout cas on pensait savoir, qu'on sait chaque zone fait quoi. Que si vous regardez par exemple un objet complexe, on sait c'est quelle zone qui crée la forme, quelle zone qui est responsable de la couleur, de l'orientation du mouvement, et comment tout ça est envoyé au cortex préfrontal et l'image apparaît. On pensait que c'était la perception. Mais récemment, on a découvert que c'est pas vraiment possible que ça soit juste ça. Que notre perception, c'est pas possible que ça marche juste comme ça. Si vous regardez cette image, on est sur une autoroute, il y a un pare-brise, il pleut. Si mon cerveau a juste besoin de reconstruire en permanence le monde, notre espérance de vie serait très très courte. En fait, récemment, malheureusement, on a découvert que notre perception, c'est aussi un top-down, c'est une sorte de chemin à 2 sens, que notre cerveau n'est pas juste en train de percevoir le monde, mais qu'il est en permanence en train de le prédire. Il y a un chercheur que j'aime beaucoup qui s'appelle Anil Seth, qui est un des plus grands chercheurs sur la conscience. Il dit notre conscience, c'est une sorte d'hallucination contrôlée. On est tout le temps en train de prédire, d'halluciner quelque part le monde. Pour vous donner un exemple de ce que je veux dire, on peut regarder cette photo. Et je sais que vous savez qu'il y a quelque chose de louche qui est en train d'avoir lieu, mais si vous regardez naïvement cette photo, quelle voiture est la plus grande? Celle de devant. Alors que je pense que vous savez que c'est exactement la même voiture. Si vous ne le savez pas ou vous ne me croyez pas, je peux vous le prouver. Regardez. Si je découpe la première voiture, c'est exactement la même taille. Mais pourquoi est-ce que ce truc fonctionne? Si c'était juste de la reconstruction, il n'y a aucune raison que les illusions d'optique de ce genre fonctionnent. En fait, ce qui se passe, c'est que on n'a pas de sens, et c'est pour ça que je vous ai parlé de nos sens, on n'a pas un sens qui évalue la taille des choses.
Notre cerveau apprend des règles du monde depuis qu'on vit, avec des règles de bas niveau. Et une des règles de bas niveau, c'est que les choses qui sont éloignées apparaissent plus petites que les choses qui sont proches. Donc, vous êtes proche, vous apparaissez plus grande que les personnes qui sont au fond. Mais imaginez qu'il y avait une personne qui fait exactement votre taille, mais qui est au fond. Mon cerveau se dirait que la personne là-bas, qui fait la même taille que la personne qui est ici, est une personne géante. C'est un peu ce qui est en train de se passer, c'est les effets de perspective. Votre cerveau voit trois objets, et l'objet le plus loin fait la même taille que l'objet le plus proche, et votre cerveau décide de réécrire le réel, de le faire apparaître plus grand, parce que c'est la seule manière pour justifier comment ces trois choses ont la même taille. Et ce qui est intéressant avec cette illusion d'optique, c'est que c'est ce qu'on appelle une illusion d'optique qui ne s'effondre pas. Je viens de vous prouver que ces trois voitures font exactement la même taille, et ça ne change rien. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important quand on arrive à la diapo d'après sur nos prises de décision. On va faire une dernière illusion d'optique pour sauter de notre perception à nos interprétations. C'est que savoir ne suffit pas. Souvent, on pense que si on sait quelque chose, c'est assez. Et savoir ne suffit pas. Parce qu'encore une fois, il y a plein de prédictions qui sont en train d'avoir lieu en permanence. Et pour vous montrer combien ces prédictions peuvent être puissantes, entre guillemets, on va voir une dernière illusion d'optique qu'on va utiliser comme tremplin pour rentrer dans le monde de nos cognitions et de nos prises de décision. Et l'illusion d'optique est la suivante. Je veux que vous regardiez cette danseuse de manière très naïve là aussi. Et je veux que les personnes qui la voient tourner dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre lèvent la main. Donc, si vous voyez cette danseuse tourner dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre, levez la main. Quand elle change, elle ne change pas. Ce qui change, c'est votre cerveau. Je vais vous le prouver dans quelques secondes. Mais pour le moment, le seul truc qui est intéressant, et le seul truc sur lequel on va passer un peu de temps, c'est de se dire que vous êtes en train de regarder la même chose et vous ne voyez pas la même chose. Vous êtes en train de regarder le même écran et vous ne voyez pas la même chose. Et ça, c'est déjà étrange. Et donc, je vais commencer par mettre tout le monde d'accord. N'essayez pas de vous la changer vous-même, je vais vous aider, regardez. Si vous regardez maintenant à droite puis au centre, la danseuse du centre va commencer à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Indépendamment de ce que vous étiez en train de voir il y a quelques secondes, et vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous regardez à droite puis au centre, et la danseuse du centre tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si je vous fais l'inverse, si vous regardez maintenant à gauche puis au centre, la danseuse du centre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour vous prouver que je ne suis pas en train de traficoter la danseuse du centre, si je vous fais la totale, si vous regardez à gauche puis au centre, elle tourne dans un sens. À droite puis au centre, elle tourne dans un autre sens. Et chacun et chacune d'entre vous peut la faire changer de sens comme il veut, comme elle veut, à n'importe quel moment. S'il y a quelqu'un pour qui ça ne marche pas, je suis très intéressé par votre cerveau. Ça fait peut-être 15 ans que je fais des confs, jamais ça n'a pas marché, mais je ne perds pas espoir. Et donc ma question pour vous, parce que ce serait bien de vous faire participer un peu, est-ce que quelqu'un a une idée sur comment ça marche? Genre pourquoi est-ce que la danseuse du centre, on peut la voir tourner de deux manières différentes, mais vous pouvez essayer autant que vous voulez de faire tourner la danseuse à gauche dans le sens inverse aiguille d'une montre, vous n'allez pas réussir, et la danseuse à droite dans le sens aiguille d'une montre, vous n'allez pas réussir. Est-ce que quelqu'un a une explication, un modèle théorique à proposer sur pourquoi est-ce que la danseuse du centre a cette propriété magique où deux personnes peuvent être en train de la regarder en même temps et voir deux choses complètement opposées? Parce que c'est très simple, si une personne regarde à gauche puis au centre et une autre personne en même temps regarde à droite puis au centre, les deux personnes regardent la même chose et voient deux choses opposées. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un a une explication en sachant qu'on a déjà donné la réponse pendant la conf? Alors, l'hémisphère du cerveau, je suis très content que vous le mentionnez, c'est un mythe. Il n'y a pas de cerveau gauche, de cerveau droit, un cerveau gauche analytique, un cerveau droit créatif, machin, c'est du gros pipeau. On interprète? Alors oui, mais pourquoi est-ce que c'est possible d'interpréter? Parce qu'encore une fois, la danseuse à gauche et à droite, vous ne pouvez pas les interpréter. Il y a juste la danseuse du centre qu'on peut interpréter. Elle est un peu monochrome, mais je vais reformuler, je vais vous donner la réponse. En fait, les lignes, les autres ont de la perspective. La danseuse du centre a un mouvement en 3 dimensions, donc il y a de la profondeur, mais on n'a pas de marqueur de profondeur. Notre cerveau ne sait pas quand est-ce que la jambe passe devant ou derrière, parce qu'il n'y a pas d'information de profondeur. À gauche et à droite, la fonction de ces lignes, c'est juste de donner une information visuelle de quand est-ce que la jambe passe devant ou derrière, ce qui va indiquer un pied pivot et un sens de rotation. La danseuse du centre, le mot technique qu'on utilise pour la décrire, c'est ce qu'on appelle un stimuli ambigu. C'est un stimuli ambigu parce qu'il lui manque de l'information. Et dans le cas de notre danseuse, on appelle ça un stimuli ambigu bistable. Elle est bistable parce qu'on peut rajouter de l'information et la stabiliser de deux manières. Soit je rajoute de l'information et je la stabilise dans le sens aiguille d'une montre, soit je rajoute de l'information et je la stabilise dans le sens inverse aiguille d'une montre. Si vous vous souvenez bien de notre introduction,
Je vous ai dit que le monde est tout le temps des informations incomplètes. La réalité est un stimuli ambigu. Mais la réalité n'est pas un stimuli ambigu bistable. La réalité est ce qu'on appelle un stimuli ambigu multistable. Il y a beaucoup plus de manières de stabiliser l'ambiguïté du monde que de deux manières. Il y a même certains philosophes de la pensée qui disent qu'il y a autant de manières de stabiliser le monde qu'il y a d'individus. En gros, quand on dit vous êtes unique, vous êtes unique comme tout le monde. Il n'y a rien de spécial à être unique. Chacun et chacune est unique. Mais vous êtes unique dans la manière dont vous rajoutez de l'information sur le réel. En gros, pour revenir sur ce que vous étiez en train de dire, monsieur, quand vous regardez quelques millisecondes à droite, vous allez former ce qu'on appelle un a priori visuel et vous allez stabiliser l'information manquante avec l'a priori que vous venez de former. Et si vous regardez à gauche quelques millisecondes, vous allez former un a priori visuel qui est contraire à l'autre et vous allez stabiliser de cette manière. Donc quand on est face à ces informations incomplètes du monde réel, on le complète avec nos a priori. Nos a priori étant, comme vous étiez en train de dire, tout ce qu'on sait, mais aussi mes gènes, mon éducation, toute ma vie, c'est ça mes a priori, et je stabilise avec mes a priori. Par exemple, si on prend l'exemple des traits de personnalité, c'est quoi un trait de personnalité? Qu'est-ce que ça veut dire quand je décris la personnalité d'une personne? En fait, je suis en train de décrire la probabilité de comment cette personne va compléter une information. Je vais donner un exemple. Imaginez, je prends l'exemple d'une personne jalouse. Personne ne choisit d'être jaloux. Personne ne se dit, moi, quand je serai grand, je vais être jaloux. On le devient par des a priori. Qu'est-ce que ça veut dire être jaloux? Être jaloux, c'est une description de comment une personne va compléter une situation ambiguë. Par exemple, imaginez que moi, je suis quelqu'un de jaloux. Je prends mon téléphone, j'appelle la personne avec qui je suis en couple. Cette personne ne décroche pas. C'est un stimuli ambigu. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas décroché. Être jaloux, c'est stabiliser cette ambiguïté en me disant, elle ne répond pas parce qu'elle me trompe. Elle ne répond pas parce qu'elle parle avec quelqu'un d'autre. Ne pas être jaloux, c'est stabiliser cette ambiguïté d'une autre manière. Elle ne répond pas, elle est occupée, elle me rappellera. C'est quoi être optimiste? Être optimiste, l'optimisme, c'est une description de comment on stabilise l'ambiguïté du futur. Le futur, par définition, est incertain, il n'est pas encore là. Une personne optimiste, c'est une personne qui stabilise en se disant ça va bien se passer. Une personne pessimiste, c'est quelqu'un qui stabilise en se disant ça va mal se passer. On est tout le temps en train de rajouter de l'information pour stabiliser un monde morcelé avec nos a priori. Et donc, on peut dire qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est. Pardon, je vous montre une autre image de stimuli ambigu bistable. Le lapin-canard, qui est très très connu. Si vous pensez au lapin, vous voyez un lapin. Si vous pensez au canard, vous voyez un canard. Maintenant, imaginez que vous montrez cette image à quelqu'un qui ne connaît pas les canards, qui connaît juste les lapins. Il voit que des lapins, voit pas de canards. Quelqu'un qui connaît juste les canards, pas les lapins, voit juste des canards. Quelqu'un qui connaît ni les lapins ni les canards voit des traits sur un fond blanc. Et donc, on peut dire qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais on voit le monde tel que nous sommes. On est tout le temps en train de mettre de soi dans le monde. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le relativisme. Il y a une sorte de règle de jeu, par exemple. Si je vous demande à tout le monde c'est quoi là, vous allez tous me dire que c'est une tasse. Parce qu'il n'y a pas énormément d'ambiguïté. En fait, la règle générale, c'est plus une situation ambiguë ou incertaine, et plus je peux lui attribuer le sens que je veux, et moins une situation ambiguë et incertaine, et moins je peux lui attribuer le sens que je veux. Sauf que en entreprise, par exemple, c'est un milieu avec beaucoup d'ambiguïté. On ne sait pas ce que les autres pensent. On ne sait pas qu'est-ce qui va devenir. Parfois, on est salarié, on n'a pas accès à la vision de la direction. Donc, on navigue un peu chacun en complétant à sa sauce. Par exemple, c'est quoi la culture d'entreprise? Souvent, j'entends parler de la culture d'entreprise. D'un point de vue définitif, la culture d'entreprise, c'est d'avoir des a priori communs à tout le monde pour que tout le monde stabilise l'ambiguïté de la même manière. Que tout le monde soit sur la même page sans donner énormément de clés. Moi, par exemple, j'ai fait ma thèse sur quelque chose qui s'appelle la phobie sociale, comme je vous ai dit. C'est la peur de parler en public. Ou la peur du jugement d'autrui, ça peut être parler en public, ça peut être dans une réunion à 3 personnes, c'est pas nécessairement dans des conférences. Et cette stabilisation de l'ambiguïté est centrale. Par exemple, dans notre cognition sociale, on a 3 ordres de pensée. On a ce qu'on appelle les pensées du premier ordre, c'est qu'est-ce que je pense de moi-même? Est-ce que je pense que je suis quelqu'un de compétent, de sympa, etc. On a ce qu'on appelle les pensées du second ordre, c'est qu'est-ce que je pense des autres? Est-ce que je pense que les autres sont compétents, que mes collègues sont sympas, etc. Et puis il y a ce qu'on appelle les pensées du troisième ordre. Les pensées du troisième ordre, c'est qu'est-ce que je pense que les autres pensent de moi? Et c'est là où la stabilisation de l'ambiguïté rentre en jeu. Imaginez que moi j'ai une phobie sociale, je suis anxieux, j'ai une anxiété sociale. Encore une fois, on ne choisit pas d'être anxieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous ai dit, un trait de personnalité, c'est une description de comment on stabilise l'ambiguïté. J'ai une anxiété sociale, je vous regarde, vous me regardez, vous avez les bras croisés, et je me dis que vous avez les bras croisés parce que vous êtes en train de vous ennuyer, vous n'êtes pas content, que vous avez les bras en croix parce que vous ennuyez, et vous aurez dit, j'aurais préféré que ma table soit derrière, j'aurais sorti mon téléphone, j'aurais envoyé des textos ou quelque chose. Mon cœur va s'accélérer, je vais commencer à suer, et je vais dire, je me sens pas très bien, et peut-être je vais m'enfuir et aller me réfugier dans mon hôtel.
Inversement, imaginez que moi je suis pas du tout anxieux social, je pense que je suis le mec le plus brillant sur Terre, que je suis le meilleur scientifique qui ait jamais foulé cette Terre. Je vous regarde, vous avez les bras croisés, je me dis que vous avez les bras croisés pour pouvoir bien vous concentrer. Et je me dis que la manière dont vous êtes assise, c'est parce que vous vous tenez à votre chaise tellement vous êtes impressionné par la lumière qui émane de mon corps. Et entre ces deux extrêmes, où je pense que vous pensez que je suis nul, où je pense que vous pensez que je suis brillant, vous n'avez pas changé du tout. Ce qui a changé, c'est mes a priori à moi. Et donc, ces a priori jouent un rôle central dans comment on décide. La manière dont on réduit l'ambiguïté du futur, du passé, des autres, va conditionner notre fonctionnement. Et tout ça va venir et être potentialisé par le fait que notre cerveau est au final un conteur d'histoire. Vu qu'on a une mémoire qui est très morcelée, que notre attention est très limitée, que notre perception n'est pas top, mais on a une sorte de cohérence dans notre vie, c'est parce que notre cerveau met en récit le monde. J'aurais pas le temps de rentrer dans les détails de ce cerveau conteur d'histoire, mais on a un brillant chercheur en France qui s'appelle Lionel Nakache, je ne sais pas si vous connaissez, qui est neurologue à la Pitié-Salpêtrière, qui a écrit un livre qui s'appelle Le cinéma intérieur, qui reprend vraiment comment est-ce que notre cerveau est une sorte de réalisateur de film, qui est assez intéressant si ce sujet vous intéresse. Et donc, on a vu jusqu'à maintenant, on a perçu le monde, on l'a stabilisé avec nos a priori, et à un moment, il faut qu'on prenne une décision. Et pour prendre une décision, notre cerveau fonctionne sur une base qu'on appelle les heuristiques. Je ne sais pas si vous êtes familier aussi avec ce concept. Les heuristiques, c'est une solution approximative qui marche bien. En gros, c'est faire à la louche. Le cerveau fonctionne un peu à la louche. Pour des raisons d'efficience, fonctionner de manière approximative, mais qui marche relativement bien, me permet d'aller beaucoup plus vite, mais parfois, je vais me tromper. On est tout le temps en train de prédire le monde et on le prédit de manière approximative. C'est vraiment ça, les deux piliers de notre cerveau en général. On a ce qu'on appelle un processing informationnel prédictif et pour gagner en efficience, on va prédire de manière approximative. Et qui dit approximation dit que parfois on a des pensées et des émotions qui sont automatiques. Si par exemple, on reprend l'exemple de la personne jalouse, elle appelle, la personne ne répond pas, elle ne dit pas pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas. Une pensée automatique arrive qui dit elle te trompe. Une personne qui est colérique, quelqu'un lui parle mal, elle démarre, on dit au quart de tour. Ce que ça veut dire démarrer au quart de tour, c'est juste automatique. Quand vous avez regardé cette danseuse, vous n'êtes pas dit tiens, comment est-ce qu'elle tourne, c'est arrivé automatiquement. Et ces pensées, ces émotions automatiques, parfois, elles ne sont pas bonnes. Et pour vous montrer comment ça fonctionne, ces pensées et ces émotions automatiques, on va jouer un dernier jeu avant de rentrer dans notre dernière partie, on va dire. On appelle ça un test de Stroop, je ne sais pas si vous connaissez. Mais le but est très simple. La lecture, c'est quelque chose qui est assez automatique, que vous faites depuis très longtemps. Et donc, je vais demander de lire les mots sur cette diapo. On peut commencer par la première ligne, on peut faire ça ensemble. Je vais commencer par exemple jaune, rouge, jaune, vert, bleu, bleu, rouge, jaune, jaune, vert, rouge, bleu, vert, rouge, bleu, vert, jaune, vert. Enfin bref, c'est assez facile. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est autre chose. Vous allez voir, ça va être un peu plus compliqué. Au lieu de lire le mot, je vais vous demander de dire la couleur de la police avec laquelle le mot est écrit. Et vous allez voir que ça va être un peu plus compliqué. Là aussi, on peut faire tous ensemble. Vous pouvez faire ça dans votre tête. Ça marche de la même chose. Mais on peut essayer. C'est un peu plus difficile parce que vous avez besoin d'inhiber vos pensées automatiques. Vous avez besoin d'activer autre chose qu'on appelle notre métacognition. La métacognition, c'est la petite voix avec laquelle vous vous parlez. En gros, on a des pensées automatiques et puis des métacognition qui vient essayer de contrôler tout ça. Et tout le but de la prise de décision en situation d'incertitude, c'est d'apprendre à résister à nos pensées et nos émotions automatiques. D'apprendre quand est-ce que je peux faire confiance à mes heuristiques et quand est-ce que mes heuristiques, en fait, se trompent. Et quand nos heuristiques se trompent, on appelle ça des biais cognitifs. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de biais cognitifs, mais les biais cognitifs, c'est des sortes de distorsions dans nos heuristiques qui parfois nous induisent en erreur. Et donc pour notre dernière partie, on va voir quelques biais cognitifs ensemble. Certains sont marrants, d'autres font peur. Après, on pourra manger. J'imagine que tout le monde a un peu faim. On a déjà identifié plus de 180 biais. Vous avez là à l'écran quelques exemples, le stéréotypage, l'ancrage. Par exemple, la première chose à savoir sur les biais, c'est que les biais sont contextuels. Par exemple, vous voyez écrit le biais d'optimisme. On peut imaginer que l'optimisme, c'est un trait souhaitable. On a envie que les gens stabilisent l'ambiguïté du futur en se disant que les choses vont bien se passer. Mais les biais sont contextuels. Si vous prenez un optimiste invétéré et vous l'emmenez au casino, c'est une très très mauvaise idée. La personne, elle joue, elle perd, mais elle est optimiste. Donc elle se dit, moi je vais me refaire. Elle rejoue, elle repère, elle rejoue, elle repère, et elle finit. Un pessimiste ne va pas perdre beaucoup d'argent au casino. C'est les optimistes qui sont les meilleurs clients. Leur optimisme, cette stratégie cognitive qui consiste à imaginer que le futur est positif, devient soudainement un piège
Et cette personne est maintenant victime dans ce qu'on appelle un biais d'optimisme. Donc, comme je vous ai dit, on va voir quelques biais ensemble. Le premier biais qu'on va voir ensemble s'appelle le biais d'amorçage. Colgate, une boîte qui fait de l'hygiène dentaire, ont mis une pub il y a quelques années en ligne, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec une erreur assez drastique. Est-ce que quelqu'un la voit? C'est quoi? C'est la dent, exactement. Sauf que c'est pas du tout la dent. La dent, c'est parce que c'est un biais d'amorçage. Je vous ai dit Colgate, dont vous regardez la dent. Le vrai problème, c'est la main, elle est à qui? La main sur l'épaule du monsieur. C'est la main de qui? Quand on vient d'avoir une information, ça oriente notre attention limitée et on ne voit pas quelque chose qui est beaucoup plus problématique sur l'image. D'ailleurs, c'était ça l'idée de la pub, c'est de dire si vous avez quelque chose sur votre dent, on ne voit même pas une main qui appartient à personne, donc brossez-vous les dents. Ce qui est une campagne assez géniale. Un autre biais, bien avant les chercheurs en sciences cognitives, les marketing avaient découvert les biais cognitifs sans le nommer ainsi. Et un biais qui est souvent utilisé en marketing s'appelle le biais de cadrage. C'est une expérience qu'on a fait dans un cinéma il y a quelques années. On a mis en vente deux pop-corn, un pop-corn à 3 euros, un pop-corn à 7 euros. On a laissé courir pendant quelques jours et on demandait aux gens pourquoi est-ce qu'ils faisaient le choix qu'ils faisaient. Et à peu près, si mes souvenirs sont bons, ça remonte à quelques années maintenant, à peu près 70% de nos ventes se faisaient sur les 3 euros. Et on demandait pourquoi. Les gens disaient 3 euros, c'est un prix correct pour des pop-corn. 7 euros, le pop-corn, on n'est pas con, c'est du maïs chauffé, donc on n'est pas stupide, on va jamais payer ça. Ok, très bien, très raisonnable. La semaine d'après, on n'a pas touché à la taille du popcorn ni à son prix, on n'a pas touché au deuxième popcorn ni à son prix, on a changé le cadrage de l'information, on a introduit un nouveau popcorn à 6,50 et donc on a changé le cadrage informationnel et là soudainement nos ventes se sont déplacées de 70% sur le petit popcorn à près de 60% sur le popcorn à 7 euros, même pas celui à 6,50. Et quand on demandait aux gens mais pourquoi vous êtes en train d'acheter le popcorn à 7 euros, ils disaient le petit popcorn c'est pour les nuls. Il va être fini avant la fin des bandes annonces. Je vais avoir l'air con comme ça avec son popcorn pendant le film. Le popcorn moyen est à 6,50. Je suis si proche du but. Je vais mettre 50 centimes en plus et avoir le gros popcorn. Alors que c'est les mêmes prix, les mêmes tailles de quelques jours avant. Donc biais de cadrage. Parfois les biais peuvent être un peu plus graves et morales. Ça c'est une expérience qu'on a faite avant Covid. Donc on ne savait pas vraiment qu'il allait y avoir une épidémie, mais c'est comme ça. Une épidémie s'est déclenchée dans notre pays. Donc juste quelques précisions sur cette expérience, parce que je n'ai pas pu tout écrire sur le texte. C'est une population de 300 personnes. Et vous êtes responsable, vous devez choisir quelle politique semble la plus raisonnable. Est-ce que vous préférez sauver 200 personnes sur 600 pour sûr, ou avoir une chance sur 3 de sauver tout le monde? Si vous dites c'est la même chose, c'est parce que vous ne me faites plus confiance. C'est pas du tout la même chose. Dans le A, vous sauvez 200 personnes sur les 600 pour sûr, et dans la B, vous avez une chance sur 3 de sauver tout le monde. Quand on fait ça en labo, 72% des gens préfèrent A. Quand on repose la question à un autre groupe de gens, mais en inversant les réponses, c'est-à-dire, au lieu de dire sauver 200 personnes sur 600, on dit laisser mourir 400 personnes. Et au lieu de une chance sur 3 de sauver tout le monde, on passe à 2 chances sur 3 de voir tout le monde mourir. Là, il n'y a plus que 22% des gens qui choisissent la A. Et là, c'est la même chose. Sauver 200 personnes sur 600, c'est la même chose que laisser 400 personnes mourir. Une chance sur 3 de sauver tout le monde, c'est comme 2 chances sur 3 de voir tout le monde mourir. La seule différence, c'est que dans la situation A, on met en avant les gains. Et quand on met en avant les gains, on a ce qu'on appelle une aversion à la perte. On préfère ne pas perdre que gagner. Donc on prend l'option certaine, on est beaucoup plus précautionneux. 72% des gens choisissent l'option A. Mais quand on met en avant les pertes, là on active une autre stratégie cognitive qui est sur la prise de risque. Et les gens préfèrent l'option avec risque et donc l'option B. On a un déplacement de 150% des voix sur deux situations qui sont exactement les mêmes, juste selon quelle information je mets en avant, quelle information je mets en arrière. Évidemment, ça a des conséquences éthiques et morales sur quand on fait des sondages. On est en période électorale, les sondages, comment est-ce qu'on tourne une question, mais aussi les enquêtes d'opinion. Ça me fait très marrer. Parfois, il y a des boîtes qui mettent élu boîte numéro 1 du pays, et c'est eux qui ont demandé le sondage. Et donc c'est très facile, on appelle ça l'architecture du choix. Vous l'avez cherché à n'importe quel chercheur qui travaille en sciences cognitives, vous lui dites est-ce que tu veux m'architecturaliser le choix de ce questionnaire pour avoir ses réponses, et on va maximiser énormément les chances d'avoir ça. Mais pas seulement sur les enquêtes, ça peut être aussi vous impacter à vous dans votre travail. Si par exemple vous devez, je sais pas, étudier un business plan, est-ce que les statistiques sont en camembert? Est-ce qu'ils sont en histogramme? Est-ce qu'ils sont en pourcentage ou en valeur brute? Est-ce que votre échelle des appuis et des ordonnées est sur 10 ans ou sur 5 ans? Est-ce que c'est sur 10 000 euros ou 1 million d'euros? Et ça change énormément la manière dont vous allez prendre votre décision, justement parce qu'on ne prend pas une décision juste à partir des faits. Et enfin, la dernière chose qu'on va voir, c'est que tout ce que je vous ai montré jusqu'ici, ce n'est pas juste les humains,
Les cerveaux de tous les mammifères, on fonctionne de manière approximative et heuristique, pour des raisons d'efficience, encore une fois. Et là, je vais vous montrer une expérience d'inégalité salariale entre deux singes. Ça paraît étrange, mais c'est comme ça. Comment est-ce qu'on fait de l'inégalité salariale avec les singes? C'est en leur payant avec de la nourriture. En gros, on va demander à ces deux singes de faire la même tâche. La première singe, donc la tâche, c'est il faut qu'ils prennent une pierre et qu'ils nous la rendent. Et la première singe va être payée en concombre. Un concombre, c'est genre 97% d'eau, donc c'est comme si vous lui donnez, je sais pas, 10 euros. Et la deuxième singe va être payée en raisin. Un raisin, c'est plein de sucre, c'est comme si vous êtes en train de lui donner, je sais pas, 5000 euros. Les deux singes connaissent les concombres et les raisins. Et vous allez voir, au début, la première singe va faire son boulot tranquillement. Elle va avoir un concombre, elle va le manger sans problème. Puis elle va voir le deuxième singe qui fait sa tâche, mais qui a un raisin. Son cerveau prédictif va se dire chouette, je vais avoir un raisin aussi, mais elle va avoir un concombre et vous allez voir comment elle va réagir. Donc, voici l'expérience. Il faut qu'elle nous rende la pierre. Elle nous donne le concombre, elle le mange, tout va très bien. La deuxième singe, c'est des singes femelles. La deuxième singe fait sa tâche aussi, et là, elle n'a pas de concombre, elle a un raisin. La première singe la voit, elle se dit chouette, je vais avoir un raisin, donc elle fait son taf très très vite, elle prend la pierre et la rend. Elle a un concombre, elle goûte, c'est pas un raisin. J'en veux pas. Elle a envie de faire une manif. L'autre singe, bah, elle est très contente, elle est en train de bien gagner sa vie, donc bah, rien à foutre un peu. Là, celle-là se dit peut-être que j'ai mal fait mon taf. Elle doute un peu, elle est humble, elle tape contre le mur. Là, l'expérimentatrice lui dit non, c'est pas toi, c'est moi. Elle a à nouveau un concombre, elle a même plus besoin de goûter. Elle dit je préfère ne pas manger que de subir une injustice. On ne vit pas juste dans un cerveau, on vit dans un contexte. Et il faut aussi prendre en compte ce qu'on appelle la cohérence systémique quand on veut prendre en compte la prise de décision. Souvent, je vois des gens qui se disent pourquoi est-ce qu'il a décidé comme ça, comme si une décision va juste de moi. Mais c'est pas vrai. Ma décision est influencée aussi par mon état corporel. Est-ce que je fais 3 heures de route pour arriver au bureau? Et par l'environnement dans lequel je baigne. Est-ce que je pense que les gens pensent que je suis nul, que je suis bon? Est-ce que je suis le patron et donc tout le monde a peur de moi ou pas? Etc. Tout ça rentre en jeu. Et donc il faut prendre en compte toutes ces choses. Pour résumer, on peut faire un mini-schéma qui reprend un peu tout ce qu'on a vu. La première fois que vous êtes exposé à une information, c'est une connaissance. Quasiment rien ne reste à l'état de connaissance. Très vite, vous allez l'intégrer dans ce qu'on appelle votre modèle de croyance, ces fameuses cartes. Mais ces croyances, ce ne sont pas des croyances qui reflètent le réel. Elles sont approximatives, elles sont complétées par vos a priori, par vos stabilisations de l'ambiguïté, par les biais contextuels dans lesquels vous baignez. Une croyance sur laquelle vous voulez agir, c'est une intention. Et une intention que vous voulez manifester en action, bah, c'est une action. Il y a plusieurs pièges qui peuvent se loger sur ce schéma. Vous pouvez être exposé à de fausses connaissances. C'est un peu le travail que je fais dans la lutte contre la désinformation en ligne. Mais aussi avec de bonnes connaissances, vous pouvez avoir une fausse croyance. Par exemple, notre exemple de la saignée. La personne, on l'a vraiment fait saigner, et la personne a vraiment guéri de son rhume. Mais vous dites, bah, c'est la saignée qui a résolu le problème, bah, c'est une fausse croyance à partir de bonnes connaissances. On peut avoir une bonne connaissance, une bonne croyance et pas vouloir agir dessus. C'est notre exemple de la clope. On peut faire ce qu'on appelle une rationalisation. Je peux boucher les trous différemment et me dire, bah, de toute façon, aujourd'hui, tout nous tue, on nous fait chier, on peut plus rien faire, et donc je m'en fous. Ou bien, bah, je vais peut-être perdre 5 ans de ma vie, mais je vais les gagner maintenant en plaisir. Chacun rationalise à sa façon. Je peux avoir une bonne connaissance, une bonne croyance, une intention d'agir, et pas pouvoir agir. C'est ce qu'on appelle, entre l'intention et l'action, on a un concept assez central en sciences cognitives qu'on appelle le intention-action gap, le trou intention-action. Par exemple, moi j'étudie beaucoup le trou intention-action dans la transition écologique. On a des intentions très fortes de la part de quasiment tout le monde, les entreprises, les gouvernements, les citoyens, tout le monde dit « Oh, le réchauffement climatique, c'est hyper important », mais l'action ne suit pas. Et on essaye de comprendre pourquoi. Une forme de trou intention-action avec lequel vous êtes tous et toutes familières, c'est la procrastination. La procrastination, c'est une forme de trou intention-action. Je vais me mettre au sport, je ne le fais pas. Je vais faire le ménage, je ne le fais pas. Je vais faire la vaisselle, je ne le fais pas, etc., etc. Évidemment, ça, c'est un schéma hyper simplifié. Notre cerveau ne fonctionne pas du tout sur ce qu'on appelle des boucles causales linéaires. Ce n'est pas A cause B, B cause C, C cause D. Notre cerveau fonctionne sur la base de ce qu'on appelle des boucles de rétrocontrôle, ça ressemblerait plus à ça. Chaque action que vous faites influence vos actions futures, chaque croyance influence les connaissances que vous allez chercher, etc. Tout ça rentre en jeu. Évidemment, aujourd'hui, on a encore une fois on s'est juste focalisé sur la dimension micro. Il y a plein d'autres facteurs qui vont moduler ces heuristiques et ces biais, si vous êtes stressé ou pas, si vous avez confiance en vous, les gens avec qui vous êtes, si vous êtes dans une impuissance acquise, dans une illusion de confiance, etc. Plein de facteurs
qu'on n'aura pas le temps de couvrir. Mais si vous avez des questions, encore une fois, après dîner, on fera une session de questions-réponses en bonne et due forme. Pour finir, je vais finir avec 2 citations que j'aime beaucoup. La première, c'est: une des idées les plus dangereuses qu'une personne pourrait avoir, c'est de se dire, si tout le monde était comme moi, le monde irait mieux. C'est très agréable, c'est très séducteur, c'est une idée très séductrice, mais elle est vraiment fausse. On a besoin de différents a priori pour qu'on puisse avoir une vision plus riche du monde. Et une dernière citation que j'aime beaucoup aussi, c'est: qu'est-ce que réfléchir si ce n'est qu'une façon élégante de dire changer d'avis. Parce que réfléchir, c'est revenir sur ce à quoi je crois, et pas juste confirmer ce que je crois et me dire si les gens ne sont pas d'accord avec moi, c'est qu'ils n'ont pas compris. Merci beaucoup. Si le sujet vous intéresse, j'ai écrit un livre qui reprend un peu tout ça. Aujourd'hui, on a fait les chapitres 1, 2, 3, donc vous pouvez directement commencer par le chapitre 4. J'ai fait aussi un podcast sur France Culture qui a pas mal marché. On a gagné pas mal de prix l'année passée, dont je suis assez fier. C'est 6 épisodes de 10 minutes, donc ça prend 1 heure si ça vous intéresse aussi. Et si vous êtes plus dans les BD, les facilitations graphiques ou des questions comme ça, c'est une série de Bayard Jeunesse qui s'appelle Pas bête. Et j'ai eu l'honneur d'écrire Le cerveau pas bête. C'est des questions que des collégiens, des lycéens posent sur le cerveau. Et on y répond en texte et en images. Est-ce que le cerveau des hommes est comme le cerveau des femmes? Est-ce qu'on peut vivre un cerveau ouvert? Est-ce qu'on peut contrôler le cerveau des autres, etc. Merci pour votre attention et bon appétit. Merci Albert.